Je suis désolé, mais nous avons décidé de choisir une autre candidate. Le gérant de l'épicerie ne regarda même pas Sarah dans les yeux en remettant la candidature sur son bureau. Quelqu'un avec un parcours plus adapté à notre environnement familial. Sarah Martinez prit le papier d'une main qui ne tremblait plus. À 29 ans, elle avait appris que l'humiliation n'était qu'un phénomène météorologique parmi d'autres, inévitable, inconfortable, mais qui passait toujours. « Je comprends », répondit-elle doucement en se levant de la chaise en plastique qui lui avait semblé être son dernier espoir 5 minutes plus tôt. C'était le 12e « non » en 2 semaines. Toujours la même séquence, l'intérêt initial pour son expérience en comptabilité sur le CV, l'entretien qui avait bien commencé, puis la question sur les 3 années d'interruption de son parcours professionnel. L'hésitation lorsqu'elle mentionna « problème juridique résolu ». Le regard qui changea. La décision soudaine de considérer d'autres candidatures. Le café avait été particulièrement brutal. « Nous valorisons l'honnêteté », avait déclaré le gérant branché, mais notre assurance ne couvre pas les employés ayant un casier judiciaire. Le magasin était pire. Ils avaient appelé la sécurité pour l'escorter après avoir vérifié ses antécédents en plein entretien. Chaque refus entamait un peu plus la fragile confiance qu'elle avait reconstruite pendant sa dernière année à la prison pour femmes de Riverside. Devant le supermarché, Sarah consulta son téléphone. 3 messages manqués de l'assistante sociale, probablement au sujet de l'audience de garde à vue imminente. $6 dans son portefeuille. Plus que 28 jours avant la date limite pour prouver qu'elle avait un emploi stable, sinon elle perdrait toute chance de revoir Emma. Emma, sa fille de 4 ans qui avait grandi en appelant grand-mère « maman », parce que Sarah était absente, qui attirait les familles de 3 personnes sans jamais inclure la mère, qui demandait quand la dame qui rend visite parfois partirait pour toujours. La dernière visite surveillée avait été une torture. Emma acceptant poliment un câlin de Sarah comme s'il était une parente éloignée, puis courant dans les bras de sa grand-mère dès la fin des visites. Sarah ferma les yeux, se remémorant le jour où tout s'était effondré. Le diagnostic de leucémie d'Emma à 18 mois, les factures médicales que l'assurance refusait de couvrir, l'assurance vie de David arrivant à échéance. La nuit de désespoir où Sarah avait accédé au compte client du cabinet d'avocats, se disant qu'il s'agissait d'un emprunt, pas d'un vol. Elle avait prévu de rembourser une fois le traitement d'Emma terminé. Au lieu de cela, Emma était entrée en rémission la semaine même où Sarah avait été arrêtée pour détournement de fonds. 3 ans. 3 ans à voir Emma grandir à coups d'appels téléphoniques hebdomadaires de plus en plus courts. 3 ans à voir sa belle-mère la monter contre elle, avec des remarques subtiles sur « maman qui fait de mauvais choix ». Pourquoi on ne peut pas compter sur certaines personnes? 3 ans à oublier la voix de Sarah, son visage, sa façon de se blottir sur ses genoux pour lui lire des histoires avant de dormir. « Excusez-moi, mademoiselle ?» Une petite voix interrompit ses pensées. Sarah baissa les yeux et vit une petite fille, d'environ 5 ans, seule près des caddies. Ses vêtements étaient propres mais usés, et elle serrait un billet d'$1 froissé dans son petit poing. Quelque chose dans son regard, trop vieux, trop vigilant pour une enfant, serra la poitrine de Sarah. « Ça va, ma chérie? Où est ta mère ?» demanda Sarah, scrutant machinalement les alentours à la recherche d'un parent affolé. La fillette pencha la tête, scrutant le visage de Sarah avec l'intensité que seuls les enfants possèdent. « Tu es triste? Tu ressembles à ma mère avant d'aller au paradis. » La poitrine de Sarah se serra. Elle s'accroupit à la hauteur des yeux de l'enfant, reconnaissant quelque chose de familier dans sa posture prudente, la façon dont Emma se tenait lorsqu'elle sentait la tension d'un adulte. « J'ai juste une dure journée. Comment t'appelles-tu? »« Lily. Je suis censé acheter du lait, mais je n'arrive pas à le faire. » Elle désigna l'entrée du magasin. « Mon oncle est dans la voiture, mais il dit que je suis assez grande pour le faire moi-même. » Un frisson se forma dans l'estomac de Sarah. Elle jeta un coup d'œil vers le parking et aperçut une berline cabossée aux vitres teintées. Aucun adulte ne devrait envoyer un enfant de 5 ans seul dans un magasin avec $1 pour du lait. Et si je t'aidais avec ce lait et qu'on rentrait ensemble? Dans le magasin, Lily bavardait sur l'école, ses dessins, combien sa mère lui manquait. Mais sa voix portait cette clarté prudente que Sarah connaissait, la façon dont les enfants apprennent à être heureux quand leur sécurité dépend de l'approbation des adultes. À la caisse, elle tâtonna avec le billet d'$1, manquant de 43 centimes. Sans réfléchir, Sarah couvrit la différence. « Merci » murmura Lily, puis leva les yeux avec ce regard terriblement honnête des enfants. « Avez-vous des enfants? »« Je » Sarah marqua une pause, le mensonge prêt à proférer. Mais quelque chose dans la curiosité sincère de Lily, dans sa solitude évidente, fit éclater la vérité. « Oui,
Une petite fille. Où est-elle? La question la frappa comme un coup de poing. Elle est chez la famille en ce moment. Lily hocha la tête solennellement. Comme moi, mais ma mère est allée au paradis, alors maintenant je vis avec oncle Marcus. Sa voix se réduisit à un murmure. Il se fâche quand je pleure parce qu'elle me manque. L'instinct de Sarah, nourri de 3 années de gestion des hiérarchies carcérales, se réveilla. L'enfant était craintive, prudente, agissante. Quelqu'un lui apprenait à cacher sa douleur. Elle te manque beaucoup? Tous les jours? Les yeux de Lily se remplirent de larmes, qu'elle cligna rapidement des yeux. Mais oncle Marcus dit que les grandes filles ne pleurent pas. Elle hésita, puis murmura si bas que Sarah faillit le manquer. « Tu peux être ma maman? Juste pour aujourd'hui ?» Sarah se figea. À cet instant, entourée de néons et du chaos banal des courses, une question en 4 mots posée par l'enfant d'un inconnu lui ouvrit la poitrine. Voilà une petite fille qui demandait exactement ce que Sarah se battait pour donner à sa propre fille. Juste la chance d'être désirée, d'être choisie, de compter pour quelqu'un. Mais plus que cela, Sarah reconnut le désespoir dans la voix de Lily. C'était le même ton qu'Emma avait utilisé lors de leur dernier appel, demandant si Sarah allait vraiment rentrer à la maison. La même peur pleine d'espoir que Sarah avait portée toute sa vie, se demandant si quelqu'un choisirait un jour de la garder. Ce que Sarah ignorait, c'est que cette rencontre fortuite avec Lily allait la conduire à la décision la plus dangereuse de sa vie, la forçant à utiliser les compétences acquises en prison et que personne ne soupçonnait. Si cette histoire de seconde chance et de force cachée vous touche en plein cœur, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, car la suite va complètement changer votre vision de la rédemption. En se dirigeant vers le parking, la petite main de Lily dans la sienne, Sarah remarqua immédiatement l'homme dans la berline. La quarantaine, des chaînes en or, une montre de luxe, mais un regard prédateur dans la façon dont il les suivait. Lorsque Lily s'approcha de la voiture, il la regarda à peine, le genre de regard dédaigneux que Sarah avait vu les gardiens lancer aux détenus qu'il considérait comme insignifiants. « Il était temps, ma petite. Monte. » Sa voix était rauque, impatiente. Aucune chaleur pour une enfant qui venait de perdre sa mère. Aucune reconnaissance qu'elle avait accomplie avec succès la tâche qu'il lui avait confiée. « Voici ma nouvelle amie, » annonça fièrement Lily, tenant toujours la main de Sarah. « Elle m'a aidé à acheter du lait et elle a aussi une petite fille. » Les yeux de l'homme se plissèrent lorsqu'ils se posèrent sur Sarah. Elle le sentit répertorier les détails. Ses vêtements usés, sa façon de se tenir, si elle représentait une menace pour le jeu auquel il se livrait. « Oui? Comment t'appelles-tu? Ami? »« Sarah. » Elle garda une voix neutre, mais chaque instinct criait au danger. 3 ans passés à la prison pour femmes de Riverside lui avaient appris à cerner les gens rapidement. Cet homme regardait Lily comme si elle était sa propriété, pas sa famille, comme si elle n'était utile que tant qu'elle servait à quelque chose. « Eh bien, Sarah, merci pour ton aide. On est bien ici. » Il tendit la main pour ouvrir la portière passager, la congédiant visiblement. Mais Sarah remarqua la façon dont sa mâchoire se crispa lorsque Lily s'attarda, la tenant toujours par la main. « Oncle Marcus, Sarah peut-elle venir dîner avec nous? Elle n'a nulle part où aller, et elle m'a acheté du lait alors que je n'avais pas assez d'argent. »« Non. » Le ton de Marcus était si sec que Lily tressaillit, son petit corps se tendant aussitôt, indiquant à Sarah que ce n'était pas la première fois qu'on la grondait. « Monte dans la voiture. Tout de suite. » Sarah vit le moment précis où l'expression radieuse de Lily se froissa et se transforma en une obéissance prudente. La même transformation que Sarah avait observée chez Emma lors de leur dernière visite. La façon dont les enfants apprennent à ravaler leurs déceptions et à obéir lorsque l'amour est conditionnel. Sarah serra doucement la main de Lily avant de la lâcher. « C'est bon, ma chérie. On se reverra peut-être. Tu peux revenir au magasin demain ?» murmura Lily en montant dans la voiture. « Oncle Marcus m'envoie chercher du lait tous les jours. » Tous les jours. Une enfant de 5 ans, envoyée seule dans une épicerie sans le sou, comptant sur la gentillesse d'inconnus pour faire ses courses. L'estomac de Sarah se noua lorsque Marcus démarra le moteur sans prendre la peine de vérifier si Lily avait bien bouclé sa ceinture. Alors que la berline s'éloignait, Sarah aperçut le visage de Lily collé contre la lunette arrière, sa petite main lui faisant signe d'au revoir. Le désespoir dans ce geste lui rappela douloureusement le visage d'Emma lors de leur dernière visite surveillée, la façon dont sa fille avait regardé par la fenêtre du bureau des services sociaux, perplexe quant à la raison pour laquelle maman ne pouvait pas entrer à la maison avec elle. De retour à la maison de transition, Sarah était assise sur son lit étroit, les yeux fixés sur la lettre de refus qu'elle avait reçue le matin même des services sociaux. Ces mots étaient gravés dans sa mémoire.
Madame Martinez, bien que nous reconnaissions que vous avez suivi les programmes obligatoires et que vous avez eu un comportement exemplaire pendant votre incarcération, votre incapacité à trouver un emploi stable soulève de sérieuses inquiétudes quant à votre capacité à prodiguer des soins adéquats à un enfant ayant les antécédents médicaux d'Emma. La lettre détaillait ensuite le besoin constant d'examens médicaux réguliers d'Emma, l'importance de la stabilité pendant sa convalescence post-traitement et l'obligation du tribunal de privilégier l'intérêt supérieur de l'enfant au désir de la mère. Chaque phrase clinique était un coup de couteau, réduisant les 3 années de préparation, d'éducation et d'espoir désespéré de Sarah à une série de problèmes bureaucratiques. Sa compagne de cellule, Rosa, était aqueuse avant son arrestation pour espionnage industriel. « La prison vous apprend 2 choses », disait Rosa lors de leur conversation nocturne dans l'obscurité. Comment être invisible quand il faut survivre et comment voir tout ce que les autres ne voient pas quand il faut se battre. Rosa avait enseigné à Sarah des compétences qui allaient bien au-delà du diplôme de comptabilité qu'elle préparait avant son arrestation. Comment rechercher des personnes grâce à des empreintes numériques, comment retracer des dossiers financiers sur de multiples plateformes, comment trouver des informations que d'autres voulaient cacher. Le savoir, c'est le pouvoir, murmurait Rosa, et le pouvoir est la seule chose qui protège les gens comme nous. Sarah ouvrit son ordinateur portable, un ordinateur offert par le programme de formation professionnelle de la prison, et tapa Marcus Rivera dans le moteur de recherche, ajoutant Chicago et tutelle. En 1 heure, elle avait trouvé ce qu'elle cherchait, et cela lui glaça le sang. Marcus Rivera, l'oncle maternel de Lily, avait demandé la garde provisoire 3 mois auparavant après la mort subite de sa sœur. La demande le présentait comme un frère en deuil prenant soin de sa nièce orpheline. Mais plus Sarah creusait, plus tout semblait aberrant. La mère de Lily, Carmen Rivera, n'était pas morte dans l'accident de voiture que Marcus avait prétendu. Elle avait été retrouvée morte dans son appartement, probablement d'une overdose, mais le dossier présentait des incohérences qui auraient dû déclencher une enquête plus approfondie. Marcus avait été celui qui avait découvert le corps. Il était également bénéficiaire d'une assurance-vie que Carmen avait souscrite 6 mois seulement avant sa mort, à peu près au moment où elle avait commencé à demander à ses amis de se désintoxiquer définitivement. Les mains de Sarah tremblaient tandis qu'elle parcourait d'autres documents, chacun révélant une nouvelle couche d'erreur. Marcus avait un passé, des accusations de violence conjugale mystérieusement abandonnées, une précédente conduite sous influence où la victime avait refusé de témoigner, des liens avec des personnes au casier judiciaire lourd. Pourtant, il avait obtenu la garde d'une fillette de 5 ans sans l'enquête approfondie qui aurait révélé ses signaux d'alarme. Le système, qui refusait de confier sa propre fille à Sarah malgré son casier judiciaire vierge, la réussite de tous les programmes obligatoires et son amour évident pour Emma, avait confié Lily à un homme dont le passé laissait présager un danger imminent. L'ironie était si amère qu'elle s'étouffait. Son téléphone vibra. À SMS d'un numéro inconnu. « Arrête de creuser, ou tu vas le regretter. » Sarah fixait le message, la peur et la rage battant en brèche. Quelqu'un surveillait ses recherches. Quelqu'un qui avait accès à son numéro de téléphone, qui savait qu'elle enquêtait sur Marcus Rivera. Quelqu'un qui ne voulait pas que la vérité sur la mort de Carmen Rivera soit découverte. La menace aurait dû la faire reculer. 6 mois plus tôt, elle l'aurait fait. Mais 3 ans à survivre dans un environnement où montrer sa faiblesse pouvait coûter la vie avait changé quelque chose de fondamental au plus profond de Sarah. Ils avaient commis une erreur cruciale. Ils pensaient que Sarah n'était qu'une ex-dollarde désespérée tentant de reconstruire sa vie en silence, reconnaissant du moins semblant de normalité que la société pouvait lui offrir. Ils ignoraient que la prison l'avait transformée en quelque chose de bien plus dangereux, une femme n'ayant plus rien à perdre, des compétences qu'ils ne pouvaient imaginer et la fureur désespérée d'une mère qui avait déjà tout perdu une fois. Ce que Marcus et celui qui avait envoyé ce message n'avaient pas réalisé, c'est que menacer Sarah venait d'activer quelque chose qu'elle avait soigneusement caché depuis sa libération. Les compétences qu'elle avait acquises derrière les barreaux ne se limitaient pas à la survie, elles visaient la justice. Et, le lendemain matin, Sarah était assise à la bibliothèque publique, à 3 ordinateurs d'une adolescente qui faisait ses devoirs. Elle avait appris en prison que le meilleur moyen de se cacher était de se cacher. Ses doigts parcouraient le clavier, accédant à des bases de données dont la plupart des gens ignoraient l'existence. Le rapport d'autopsie de Carmen Rivera présentait des incohérences. La toxicologie révélait des niveaux de fentanyl anormaux pour un utilisateur typique, trop précis, trop pur. Une personne ayant des connaissances pharmaceutiques l'avait administré. Sarah recoupa les antécédents professionnels de Marcus et découvrit quelque chose d'intéressant. Il avait travaillé comme aide-soignant pendant 2 ans avant la mort de Carmen. « Excusez-moi, êtes-vous Sarah Martinez ?» Une voix derrière, elle lui glaça le sang.
Elle se retourna lentement et vit une femme d'une cinquantaine d'années, habillée de façon professionnelle, au regard bienveillant mais perçant. Ça dépend de qui pose la question. Inspectrice Linda Walsh, police de Chicago. Retraitée. La femme s'assit sans y être invitée. Je vous ai observé enquêter sur l'affaire Rivera. J'ai travaillé sur la mort de Carmen avant de prendre ma retraite le mois dernier. Sarah fit instinctivement un geste de la main pour fermer l'ordinateur portable, mais Walsh leva la sienne. Du calme, je ne suis pas là pour vous arrêter. Je suis là parce que quelqu'un doit se soucier de cette petite fille, et le système ne le fait certainement pas. Je ne comprends pas de quoi vous parlez. Walsh sourit d'un air sombre. Sarah, je sais exactement qui vous êtes. Ancienne comptable, condamnée pour détournement de fonds, vous vous battez pour la garde de votre propre fille. Et pour l'instant, vous êtes la seule à poser les bonnes questions sur la mort de Carmen Rivera. Sarah observa le visage de la femme plus âgée. Pourquoi devrais-je vous faire confiance? Parce que Marcus Rivera a menacé mon enquête il y a 6 mois. Il a dit que je regretterais d'avoir fouillé dans les affaires de sa famille. Walsh se pencha en avant. 3 jours plus tard, mon capitaine m'a mystérieusement réaffecté aux affaires non résolues et le dossier de Carmen a été enterré. Quelqu'un de sérieux voulait que cette affaire disparaisse. Pour la première fois depuis des jours, Sarah ressentit une pointe d'espoir. « Qu'est-ce que tu sais ?» Walsh sortit un mince dossier. Carmen commençait à se sevrer. Elle était en là depuis 4 mois, avait un parrain et prévoyait de quitter Chicago avec Lily. Le soir de sa mort, elle a appelé son parrain, paniqué, lui disant que Marcus a pressé de signer les papiers de garde au cas où quelque chose arriverait. Sarah serra les dents. Une assurance vie, 200 000 $. Mais voilà le hic, Carmen a essayé de changer le bénéficiaire pour Lily la semaine précédant sa mort. La compagnie d'assurance n'a aucune trace du traitement des documents. Elle travaillait en silence pendant 1 heure, Walsh partageant ses dossiers non officiels, tandis que Sarah utilisait ses compétences numériques pour retrouver des documents financiers. Le tableau qui en ressortit était plus sombre que ce qu'elles avaient imaginé. Marcus n'était pas seulement le tuteur de Lily, il volait systématiquement son héritage, utilisait ses prestations sociales et avait déjà entamé les démarches pour l'adopter définitivement. « Ce n'est pas tout, » dit doucement Walsh. « Je surveille Marcus depuis la mort de Carmen. Il a des dettes de jeu. Il doit de l'argent à des gens très dangereux. Lily n'est pas qu'un simple ticket de caisse, c'est sa police d'assurance. » Le téléphone de Sarah vibra. Un autre SMS menaçant. Dernier avertissement. Laisse tomber. Sinon vous et le policier aurez des accidents. Walsh vit le message et rit amèrement. Erreur d'amateur. Seul quelqu'un ayant accès aux bases de données de la police saurait que je suis impliqué maintenant. Elle regarda Sarah avec un respect nouveau. Tu as des compétences qu'ils n'attendent pas, n'est-ce pas? La prison t'a appris bien plus que de la comptabilité. Sarah la regarda dans les yeux. Rosa, ma compagne de cellule, était en prison pour cybercriminalité. Elle m'a appris des choses que le système ignore. Bien, parce que j'ai une idée complètement illégale, totalement secrète, et probablement notre seule chance de sauver cette petite fille. Le sourire de Walsh était prédateur. Marcus se croit intouchable parce qu'il est protégé, mais il ne sait pas qu'on arrive. Ce soir-là, Sarah retourna à l'épicerie où elle avait rencontré Lily. Elle attendit sur le parking que la berline cabossée apparaisse. Cette fois, elle avait un plan prêt pour sauver Lily ou détruire ce qui restait de la vie de Sarah. Alors que Marcus renvoyait Lily seule dans le magasin, Sarah fixa discrètement un petit traceur GPS sur sa voiture, un appareil que Walsh avait emprunté au stockage des preuves. La première phase de leur opération était désormais lancée. Ce que Marcus ignorait, c'est qu'en menaçant 2 femmes qui avaient déjà tout perdu, il venait de sceller son destin. Sarah et Walsh ne se contentaient plus d'enquêter, ils traquaient. Et la proie ignorait que le chasseur avait appris à être patient, précis et absolument impitoyable lorsque la vie d'un enfant était en jeu. Le traceur GPS les mena au véritable lieu de l'opération de Marcus 3 jours plus tard. Non pas son appartement, mais un entrepôt délabré du quartier sud où il dirigeait un réseau de jeux d'argent illégal en utilisant l'argent de l'assurance vie de Carmen comme capital de départ. Sarah et Walsh regardaient Marcus émerger de l'autre côté de la rue, visiblement agité, criant dans son téléphone. La gamine pose trop de questions sur sa mère. Je dois la transférer bientôt, peut-être chez ma cousine au Mexique. Juste le temps que les papiers d'adoption soient traités et que je puisse accéder au fonds fiduciaire. Le sang de Sarah se glaça. Il prévoyait de disparaître avec Lily. Maintenant, murmura Walsh dans sa radio, exécutez la 2e phase. De l'autre côté de la ville,
Les contacts de Sarah en prison téléchargeaient simultanément tout ce qu'ils avaient collecté sur tous les médias, réseaux sociaux et bases de données des forces de l'ordre de la ville. Les vraies photos de l'autopsie de Carmen, les relevés financiers de Marcus montrant l'argent de l'assurance volée, des enregistrements de lui discutant de la façon de régler les problèmes. Tout cela avait fuité anonymement, mais remontait à des sources indéniables. Le téléphone de Marcus se mit à vibrer sans arrêt. Sarah vit son visage passer de l'agacement à la confusion, puis à la terreur pure, tandis qu'il lisait message après message. Les informations locales venaient de révéler l'affaire. Un HD jeu d'argent soupçonné du meurtre d'E et sa sœur, mise en danger d'enfant. En quelques minutes, les sirènes de police hurlèrent au loin. Mais Sarah n'avait pas fini. Son ordinateur portable, connecté au GPS de la voiture de Marcus, indiquait qu'il se dirigeait à toute vitesse vers son appartement, où Lily était seule avec une babysitter que Marcus payait pour ne pas poser de questions. Sarah s'y attendait. Elle était déjà entrée dans l'immeuble. Marcus fit irruption dans son appartement et le trouva vide, à l'exception d'un mot. Lily est en sécurité. L'argent a disparu. Tes amis joueurs savent où tu habites. Fuis. Son compte en banque avait été vidé et chaque centime de l'assurance de Carmen avait été reversé anonymement à des associations caritatives pour enfants au nom de Lily. Ses dettes de jeu, en revanche, étaient restées intactes. Les hommes dangereux à qui il devait des dettes seraient à sa recherche dans les heures qui suivraient. Le téléphone de Sarah sonna. Marcus, sanglotant, désespéré. « Où est-elle? Où est Lily? J'ai besoin de cet argent. Ces gens vont me tuer. » Lily est avec des gens qui se soucient vraiment d'elle, dit calmement Sarah, la marraine de Carmen, qui a été approuvée comme famille d'accueil d'urgence. L'argent que vous avez volé aide des enfants qui en ont vraiment besoin. Vous ne comprenez pas. J'ai des dettes. Je suis morte sans cet argent. Vous étiez mort au moment où vous avez décidé de faire du mal à un enfant pour le profit, répondit Sarah. La seule différence, c'est que maintenant tout le monde sait qui vous êtes. Sur son ordinateur portable, Sarah regardait en direct les informations sur le raid sur l'entrepôt de Marcus. Le journaliste interviewait l'inspecteur Walsh, mystérieusement réaffecté au service actif après la découverte de nouveaux éléments. Cette enquête révèle des défaillances systémiques dans nos services de protection de l'enfance, déclarait Walsh. Une enfant en deuil a été placée chez un homme qui la considérait comme une marchandise et non comme un membre de sa famille. La mère de cette petite fille est morte en essayant de la protéger, et nous avons failli à ce sacrifice. La voix de Marcus se brisa au téléphone. « S'il vous plaît, je disparais. Je n'importunerai plus jamais Lily. Dites-moi juste où elle est. » « Vous ne comprenez toujours pas, » dit Sarah en regardant par la fenêtre le foyer de transition où elle avait passé des mois à préparer ce moment. « Il ne s'agissait jamais de vous. Il s'agissait de faire en sorte que Lily ait la chance d'être aimée, d'être en sécurité, de grandir en sachant que sa mère est morte pour la protéger et non abandonnée par tous ceux qui étaient censés s'en soucier. » Elle raccrocha tandis que des voitures de police encerclaient l'immeuble de Marcus. Le lendemain matin, Sarah était assise dans le bureau d'une autre assistante sociale. Cette fois, la femme en face d'elle souriait. « Madame Martinez, votre rôle dans la révélation de l'affaire Rivera a fait preuve d'une intégrité et d'un sens de l'enquête remarquable. Nous aimerions discuter de votre demande de garde des mains. Il semble que vous ayez trouvé votre voie dans la défense des enfants. » Alors que les sirènes s'éteignaient dans le matin de Chicago et que Marcus était confronté à la justice pour des crimes jusque-là passés sous silence, Sarah réalisa que parfois, sauver quelqu'un était le premier pas vers sa propre survie. Mais l'histoire n'était pas terminée. Il restait encore une petite fille qui avait besoin d'entendre ces 4 mots qui allaient tout changer. 6 mois plus tard, Sarah Martinez franchissait les portes du département des services à l'enfance et à la famille de l'Illinois, non pas en mère désespérée implorant le respect de ses droits, mais en tant que nouvelle enquêtrice spécialisée dans la protection de l'enfance. Le badge sur sa veste indiquait « Martinez, unité des crimes spécialisés », une division créée spécifiquement pour enquêter sur les affaires d'exploitation financière d'enfants vulnérables. Sa première affaire avait été la condamnation de Marcus Rivera, une peine de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle pour meurtre au premier degré, mise en danger d'enfants et crimes financiers. Le juge avait qualifié cela de l'une des trahisons de confiance les plus calculées que ce tribunal ait jamais connues. Les complices de Marcus, joueurs, s'étaient montrés moins patients que la justice. Il avait demandé une garde à vue de sa première semaine derrière les barreaux. « Maman, es-tu prête ?» La voix d'Emma ramena Sarah au présent. Sa fille de 8 ans se tenait sur le seuil du nouveau bureau de Sarah, son sac à dos en bandoulière, les yeux brillants de la confiance que lui procurait la certitude d'être vraiment désirée, en sécurité. « Presque, ma chérie. Un dossier de plus à clore. »
Sarah sourit, se souvenant du moment où Emma s'éloignait d'elle lors de ses visites surveillées, perplexe quant à la raison pour laquelle cet inconnu insistait pour être sa maman. L'audience pour la garde avait été rapide, une fois le rôle de Sarah dans l'affaire Rivera rendu public. Le juge, qui avait autrefois mis en doute l'aptitude de Sarah à être parent, était le même qui avait salué son dévouement extraordinaire à la protection de l'enfance et lui avait accordé la garde exclusive sur le champ. Un coup frappé à sa porte interrompit ses pensées. « Entrez !» L'inspectrice Walsh entra, suivie d'une femme que Sarah reconnut comme étant Maria Santos, la marraine de Carmen Rivera. Entre elles marchait une petite fille aux boucles dorées familières, maintenant plus longues et coiffée de barrettes colorées. Lily. Emma se précipita, et les deux filles s'enlacèrent comme des sœurs perdues de vue. Elles s'étaient rencontrées plusieurs fois ces derniers mois, Sarah aidant à faciliter la transition de Lily vers la tutelle de Maria. « Sarah, » dit Maria chaleureusement, « nous tenions à te remercier une fois de plus avant que l'adoption ne soit définitive demain. Lily a quelque chose à te dire. » Lily s'approcha du bureau de Sarah, ses yeux ne contenant plus cette tristesse désespérée de l'épicerie. Elle était en pleine forme, riante, ce que Maria l'aimait sincèrement. « Mademoiselle Sarah, comment ça, Lily ?» Puis elle marqua une pause, levant les yeux avec ce regard terriblement sincère des enfants. « Tu te souviens quand je t'ai demandé si tu pouvais être ma maman ?» La gorge de Sarah se serra. « Je me souviens, ma chérie. »« Eh bien, » poursuivit Lily avec la sagesse d'une enfant qui avait trop survécu, « je sais maintenant que les mamans ne sont pas seulement celles qui vous donnent naissance. Parfois, ce sont les mamans qui vous sauvent. » Elle fouilla dans sa poche et en sortit un dessin en crayon. Deux femmes et deux petites filles debout devant une maison, des cœurs flottant au-dessus de leur tête. En bas, en lettres de maternelle soignées, « Ma famille qui m'a choisi. »« Tu m'as sauvé de cet homme effrayant, » murmura Lily, « et ensuite tu as aidé Maria à me sauver pour toujours. Alors tu es comme ma première maman, et Maria est ma maman pour toujours. Ça te va ?» Sarah s'agenouilla et prit Lily dans ses bras, sentant Emma se joindre à elle. « C'est plus que bien, ma chérie. C'est parfait. » Plus tard dans la soirée, alors que Sarah bordait Emma dans leur petit mais confortable appartement, sa fille leva les yeux pensivement. « Maman, pourquoi as-tu aidé Lily alors que tu ne la connaissais même pas ?» Sarah réfléchit attentivement à sa réponse. « Parce que parfois, ma puce, on aide les autres non pas parce qu'on les connaît, mais parce qu'on sait ce que c'est que d'avoir besoin d'aide. Et parce que sauver quelqu'un peut apprendre à se sauver soi-même. Comme quand tu m'as sauvée en apprenant à être courageuse. » Exactement comme ça. Alors que Sarah éteignait les lumières et se dirigeait vers sa chambre, elle passa devant la lettre encadrée accrochée au mur du couloir. Sa félicitation officielle du gouverneur pour service exceptionnel dans la protection des enfants vulnérables. À côté était accrochée la photo de classe d'Emma et le dessin de Lily représentant leur famille choisie. Marcus avait tenté de détruire Sarah en menaçant son enquête. Au lieu de cela, il avait éveillé en elle quelque chose qui avait transformé non seulement sa vie, mais aussi sa raison d'être. L'ancienne détenue qui n'avait pas trouvé d'emploi dans une épicerie était devenue l'avocate qui s'assurait que d'autres enfants ne subissent jamais ce que Lily avait enduré. La femme que tout le monde rejetait avait appris la vérité la plus importante. Parfois, la meilleure seconde chance ne vient pas du choix des autres, mais du choix de se battre pour ceux qui ne peuvent pas se battre pour eux-mêmes. Sarah a découvert que la rédemption ne consiste pas à effacer son passé, mais à l'utiliser pour construire un avenir meilleur pour les autres. Son expérience en prison n'avait pas ruiné sa vie. Elle l'avait préparée au moment où le courage comptait le plus. Si cette histoire de seconde chance et le pouvoir d'une famille choisie vous ont touché, abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires vraies incroyables qui prouvent qu'il n'est jamais trop tard pour changer sa fin. Parce que parfois, les plus grandes victoires naissent des combats que nous menons non pas pour nous-mêmes, mais pour les âmes innocentes qui murmurent « Peux-tu me sauver aussi ?»